Explorer la nature, c'est aussi la partager. Avec la Columbia Hike Society, rejoignez une communauté de passionnés pour des randonnées gratuites et encadrées, accessibles à tous. Des montagnes aux sentiers côtiers, chaque sortie est l'occasion de découvrir de nouveaux horizons et de vivre des moments inoubliables en pleine nature. Inscrivez-vous à l'une des aventures sur columbia.com. Columbia est fière d'accompagner le podcast Les Baladeurs. Les Baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et en Europe, et tous nos autres formats. Qui n'a jamais rêvé de découvrir ses propres limites ? Qui n'a jamais rêvé, au détour d'une randonnée de quelques jours, de prolonger l'expérience et de marcher pendant des mois, juste pour voir jusqu'où son corps et son esprit peuvent aller ? Cette question, Clémentine Thiberge se l'est longtemps posée. Montagnarde dans l'âme et journaliste de métier, elle a découvert très tôt le plaisir des chemins escarpés, des étendues vierges et des bivouacs sous les étoiles. Mais après des années à parcourir les Alpes, elle rêvait d'une traversée sans fin, où les jours coulent au rythme des pas. Elle s'est alors intéressée aux sentiers de la triple couronne américaine, le Pacific Crest Trail, l'Appalachian Trail et le Continental Divide Trail. 3 itinéraires légendaires de plusieurs milliers de kilomètres, dont les noms résonnent comme des promesses d'évasion. Et puis un jour, elle s'est lancée. C'était en 2022, sur le PCT, une première traversée au long cours sur la côte ouest pour se prouver qu'elle en était capable. Mais 2 ans plus tard, l'appel a résonné à nouveau. Cette fois, avec la volonté d'affronter le CDT, réputé pour être le plus impitoyable des 3. Sur plus de 5000 kilomètres, ce sentier traverse les États-Unis du Mexique au Canada en passant par 5 États. Il parcourt les déserts arides, serpente dans les forêts silencieuses et grimpe sur les sommets enneigés. Peu fréquenté et farouchement sauvage, il n'offre ni confort ni certitude et oblige les marcheurs à s'en remettre aux éléments, à faire face à l'isolement et parfois à aller chercher au fond d'eux des forces qu'ils ne soupçonnaient pas. Quand je me suis lancée dans le Pacific Crest Trail en 2022, moi, ce que je voulais voir, c'était est-ce que moi, en tant que personne lambda, qui ne suis pas une athlète de haut niveau, est-ce que mon corps, il est réellement capable de faire ça ? J'étais vraiment ce qu'on peut appeler une novice de ces grandes randonnées. J'avais l'impression que tous les gens autour de moi avaient déjà fait des longues randonnées et moi, je ne savais pas où je mettais les pieds. Le Pacific Crest Trail, c'est le chemin des crêtes du Pacifique. C'est sur la côte ouest américaine, entre le Mexique et le Canada. C'est 4200 km. C'est beaucoup comme son nom l'indique, sur des crêtes. Donc les chaînes de montagnes qui sont côté ouest, comme la Sierra Nevada par exemple, ou la chaîne des Cascades, toute la chaîne des volcans également. C'est pas le plus technique des chemins. Il y a suffisamment de monde pour qu'il y ait de l'entraide, il y a suffisamment de villes pour se ravitailler. Donc je me suis dit que j'allais me lancer sur celui-là pour voir si j'en étais capable. Et je me suis dit, je vais le faire. C'est soit ça me dégoûte à vie de la randonnée, soit je suis accro jusqu'à la fin de mes jours et je vais continuer. Et je suis tombée sur la deuxième option et ça m'a rendue accro et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un chemin qui est plus long, plus dur, plus technique, plus compliqué, plus solitaire ? J'ai cherché un petit peu le toujours plus. Et très vite, je suis tombée sur ce chemin, le CDT, donc le Continental Divide Trail. Le CDT, il fait partie, avec le PCT, de ce qu'on appelle la triple couronne des États-Unis, la triple couronne de la randonnée. Il y a le PCT, le CDT et l'Appalachian Trail sur la côte Est.
Ces 3 chemins, c'est vraiment les 3 sentiers mythiques. Le CDT, on estime que c'est le plus difficile des 3, aussi bien en termes de logistique que technique, qu'au niveau de la solitude, parce qu'il y a très très peu de gens qui font le CDT. En moyenne, il y a à peu près 400 personnes qui se lancent sur le chemin tous les ans, et il y a peut-être un tiers qui le termine. Donc le Continental Divide Trail, c'est un chemin qui part de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne sur l'épine dorsale au centre des États-Unis. Cette ligne, elle n'a pas été tracée n'importe comment. Continental Divide, en fait, ça veut dire la ligne de partage des eaux. Donc ce chemin, c'est une ligne où d'un côté, l'eau qui tombe va partir dans l'océan Atlantique, de l'autre côté dans l'océan Pacifique. Et c'est une ligne qui traverse, du fait de sa spécificité aussi bien hydrologique que géographique, c'est beaucoup sur des crêtes, sur des sommets. Et c'est un endroit qui est souvent très sec. Ce sentier, il traverse au total 5 États. Le Nouveau-Mexique au départ, le Colorado, le Wyoming, l'Idaho, et il se termine au Montana pour arriver à la frontière canadienne. En voyant toutes ces difficultés, je me suis dit, voilà, j'ai envie de tester ça, voir si cette étape au-dessus, j'y arrive aussi. Avant de partir, c'est compliqué de vraiment se rendre compte. Ces distances de 4500 km, c'est très dur pour le cerveau humain de l'envisager. On sait ce que c'est que marcher 10 km. On sait ce que c'est de prendre la voiture sur 600, 700 km, mais marcher 4000, 4500, 5000 km, c'est presque impossible à réellement comprendre. Et du coup, avant de partir, je suis un peu... pas dans le déni, mais je fais un peu au jour le jour en me focalisant sur des aspects très, très logistiques. Je prépare minutieusement mon sac à dos. Je choisis mes premiers ravitaillements, ce que je vais prendre comme nourriture, ce que je vais prendre comme eau. J'arrive au Nouveau-Mexique. J'arrive dans une petite ville. Et pour atteindre le départ du sentier, qui se trouve en plein milieu du désert, on prend une navette. C'est un bénévole qui, tous les jours, va amener sur le départ du sentier les premiers randonneurs dans un 4x4, parce que c'est que de la piste pour atteindre ce départ de sentier. On est 2 à prendre le chemin ce jour-là. Smash, un Anglais, et moi. On fait 2h30 de piste et on arrive sur la frontière mexicaine. Et en arrivant là, très vite, Smash, qui était avec moi dans la voiture, prend le chemin et je le vois disparaître. Et Tim repart avec son 4x4 et je vois le 4x4 disparaître dans un énorme nuage de poussière. Et je me retrouve toute seule dans ce désert, au milieu de nulle part. Et je regarde devant moi et c'est à ce moment-là où je prends réellement conscience des 4500 km qui m'attendent. Et j'ai le cœur qui se met à battre très vite et je me dis qu'est-ce que je viens faire ici? Et j'essaye de me raisonner et je me dis l'objectif là, c'est pas d'aller au Canada, l'objectif c'est d'arriver à la prochaine ville de ravitaillement et de faire cette première étape. Le départ du sentier, il y a un monument, c'est un petit obélisque qui représente le début du Continental Divide Trail. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. Et je me dis, maintenant, il faut y aller. Je me lance sur le Continental Divide Trail le 3 mai 2024, au milieu du printemps. Il fait déjà chaud. Quand je commence à marcher, il fait une chaleur horrible. Il y a un soleil de plomb. Il n'y a pas de vent.
je me retrouve sur ce chemin le sol est très mou. C'est compliqué, c'est un peu comme de marcher dans du sable sec au bord de la plage. Ça me fait très mal aux chevilles, aux hanches, aux genoux. J'ai mes articulations qui souffrent, j'ai soif. Psychologiquement, en plus de ça, c'est difficile parce que on marche au milieu des carcasses de vaches qui sont en train de se dessécher au soleil. Et c'est là que je me dis, ouais, c'est quand même un environnement très inhospitalier et j'ai rien à faire ici. Et mon corps, le premier jour, s'adapte pas du tout. Au bout de quelques heures de marche, j'ai la tête qui tourne. D'un coup, je suis obligée de m'asseoir et je vomis, je vide mes tripes. Mon corps me dit stop. Tu peux pas faire, il fait trop chaud. Alors je m'arrête un petit peu, je bois, je mange un peu, ça va un peu mieux. Et puis je me dis que j'ai pas le choix. Je peux pas rester ici, il faut que j'avance. J'avance avec comme objectif la source d'eau suivante. Donc dans cet environnement très aride, il y a des bénévoles qui ont laissé des caches d'eau. Donc ils ont laissé des petites malles en ferraille avec dedans des bidons d'eau, ce qui nous sauve la vie parce que sans ça, ça serait impossible de marcher. Donc à peu près une fois par jour, je retrouve ces caches d'eau. Et donc je remplis mes 6-7 litres d'eau. C'est de l'eau tiède qui a un goût de plastique, mais à chaque fois que j'arrive sur ces caches d'eau, c'est comme un trésor. Ça fait tellement plaisir de trouver ça. Et donc je remplis toutes mes gourdes que je remets sur mon sac et je repars avec mon sac encore plus chargé, encore plus lourd, qui me fait encore plus mal au dos. Et j'avance comme ça. Sur le chemin, il y a vraiment des grosses différences entre les randonneurs sur le poids des sacs à dos et l'équipement. Il y a ceux qui sont ultra light, qui vont avoir des sacs à dos avec un poids de base, donc poids de base sans eau, sans nourriture, de 3-4 kilos. Et il y a ceux qui vont vouloir un petit peu plus de confort, certaines personnes qui marchent plus lentement aussi, donc qui ont besoin de plus d'eau, plus de nourriture. On dit souvent en rigolant sur le chemin que c'est possible juste en regardant un randonneur de savoir si c'est un Américain ou un Européen, parce que les Américains sont beaucoup plus dans l'ultralight, les Européens plus dans la randonnée traditionnelle avec des gros sacs à dos, des grosses chaussures. Et moi, en bonne française, j'ai un gros sac à dos. Et en plus de ça, j'ai besoin de confort. Confort, c'est pas seulement un confort physique, c'est un confort émotionnel. J'ai besoin de savoir que le soir, j'ai ma tante qui me protège, qui est suffisamment grande pour que je puisse être assise, pour que je puisse lire. J'ai besoin d'avoir ce confort, d'avoir ma liseuse pour le soir pour m'évader un petit peu. J'ai du matériel photo parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je croise des Américains qui sont ultra light, très souvent ils me disent « Tu termineras pas la randonnée comme ça, soit tu n'arriveras pas au bout, soit tu auras diminué le poids de ton sac en arrivant ». Et donc j'avance petit à petit avec mon gros sac à dos qui me fait mal au dos les premiers jours. Et je regrette pas un seul kilo de ce que j'ai à l'intérieur. Tous ces premiers jours, je suis vraiment dans un espace complètement désertique. Il n'y a rien autour de moi et je suis en plus dans ce mode survie. Il faut que j'arrive à boire assez, il faut que j'arrive à manger assez, il faut que j'avance. Je sais que pour arriver au Canada avant la neige, ce qui est l'objectif, je dois faire en moyenne 20 miles par jour. Donc 20 miles, c'est 32 km. Les premiers jours, j'arrive à faire 27, 28, 29 km. Donc je suis plutôt dans la bonne moyenne parce que je sais qu'au fur et à mesure, j'arriverai à marcher de plus en plus longtemps.
mais c'est vraiment très dur. Et au bout de quelques jours, je commence à m'habituer à rentrer dans ce rythme de la marche et où j'accepte un peu plus la douleur, la routine. Je rentre là-dedans. J'arrive d'un coup à observer ce qui est autour de moi. Je me rends compte que je suis dans la période de ce qu'on appelle le désert bloom. Le désert bloom, c'est une période très courte au printemps où toutes les conditions sont réunies pour que les fleurs sur les plantes du désert explosent. Et c'est assez incroyable parce que toutes les plantes du désert sont tellement sèches qu'elles ont l'air mortes. Et là, soudainement, toutes ces plantes, elles se couvrent de petites fleurs. Et je me rends compte que tout est en fait très vivant. Et toutes ces petites fleurs, en plus, elles sont colorées. Il y a des milliers de couleurs. C'est rose, rouge, jaune, violet. Il y en a de partout. Et c'est un petit peu comme une grande chasse au trésor de suivre ce chemin coloré. Et c'est magnifique. Donc le premier ravitaillement, j'arrive au bout de 5 jours. J'arrive dans un gros village qui ressemble plus à un village, ce qu'on aurait dans l'imaginaire mexicain, avec des maisons très basses, carrées, un petit peu en terre. Il y a un supermarché, un McDonald's. Et quand j'arrive à ce ravitaillement, la première chose que je fais, c'est je rentre dans le McDo et j'apprécie l'air conditionné. Et en arrivant là, c'est la première étape qui me fait me dire ouais, il y a vraiment des choses qu'on oublie. Et là, je rentre dans ce McDo et l'air conditionné, je me dis c'est la meilleure invention qui existe au monde. Et je m'installe dans ce McDo qui est un McDo basique, américain, avec de la mauvaise bouffe. Et rien me fait plus plaisir que le Big Mac, l'énorme verre de Coca avec des glaçons et l'accès à ces glaçons que je peux prendre, je mets dans une serviette et que je mets sur mes articulations, sur mes chevilles, sur mes genoux. Et à ce moment-là, je me dis, je pourrais rester ici toute ma vie et ne jamais retourner sur le chemin et ça serait bien plus facile. Et cette première étape, elle me permet de faire un peu le bilan, de me dire, les premiers jours, j'ai vraiment subi. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps ? Est-ce que je vais subir jusqu'au bout ? Et je me dis, si tu continues pas, tu pourras pas le savoir. Donc il faut que tu continues et tu verras ce que ça donne à l'étape d'après. Donc ce premier ravitaillement, je rachète toute la nourriture dont j'ai besoin pour l'étape d'après. Je prends des litres d'eau, j'essaye d'emmagasiner le peu de fraîcheur qu'il y a dans les magasins. J'essaye de pas trop réfléchir, de pas trop y rester. Et une fois que j'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac à dos, je repars très vite de ce village pour reprendre le chemin et pour ne pas me réhabituer au confort que je peux trouver dans ce village. Quand on commence un chemin de longue randonnée aux États-Unis, très vite, on se fait donner un surnom. Donc ce surnom, il va dépendre d'une anecdote qu'on a fait, il va dépendre d'une caractéristique. C'est un surnom que les autres vous donnent, mais cette tradition, elle est là un petit peu pour montrer aussi que cet environnement, il est extérieur à notre vie quotidienne. On arrive sur ce chemin et on peut devenir qui on veut. Moi, j'ai reçu mon trail name, c'est Early Bird, parce que je suis celle qui se met à marcher le plus tôt. Souvent, je commence à marcher quand il fait encore nuit. J'adore toute cette partie de la fin de nuit où il fait encore nuit noire, puis petit à petit, il y a les lumières de l'aube, et puis pour moi, c'est un moment un petit peu hors du temps. C'est vraiment une routine qui s'installe et une routine qui est quasiment la même tous les jours. Alors, pas au même endroit, mais vraiment la même. Et assez
presque timé. Le matin, je me réveille, je petit déjeune, je fais un café pour me réchauffer parce que c'est quand même toujours un petit peu dur de sortir du duvet de nuit quand il fait froid, qu'il fait un peu humide, remettre ses vêtements sales et humides. C'est toujours la partie la plus difficile presque de la journée. Je plie le camp. C'est quelque chose qui devient, au bout de quelques jours, une habitude vraiment régulière. Ça devient tellement facile, tellement régulier que je pourrais le faire les yeux fermés. Je fais exactement les mêmes gestes, dans le même ordre, tous les matins. Et ensuite, je me mets en route. Et à partir de là, tout est au feeling. Et c'est ça qui est très agréable, c'est que je fais plus les choses en fonction d'horaire. Je regarde pas l'heure, je regarde pas le temps que j'ai mis, la distance que j'ai mis. Je fais tout à la sensation physique. Je m'arrête quand je suis fatiguée, je mange quand j'ai faim. Si j'ai besoin de quelque chose, je le fais. Si j'ai besoin de dormir, je dors. Si j'ai besoin de manger, de boire, je choisis réellement ma journée en fonction du moment. J'avance et quand j'en ai marre, à la fin de journée, je m'arrête, je plante ma tente et je refais ce petit cocon qui est la seule chose réellement constante sur le chemin, c'est ma petite maison. Et je me sens protégée, je me sens vraiment bien dans ce petit environnement. Je fais à manger le soir. J'écris parce que il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions dans les journées, il y a beaucoup de sentiments différents. Je passe d'un sentiment à l'autre très rapidement. De la tristesse, de la colère, de la joie, de l'émerveillement, plein de choses. Et c'est des choses très fortes, mais c'est aussi des choses qui s'oublient très vite. On me demande souvent si ça me fait peur de partir toute seule. Alors la réponse c'est oui. Oui, ça fait peur de partir tout seul. Ça fait peur de se lancer dans l'inconnu, dans des endroits assez inhospitaliers, dans la nature sauvage. Ce que je me dis le plus souvent, c'est que j'ai beaucoup moins de danger au milieu de cette nature sauvage que en sortant de chez moi, en ville. Donc c'est une peur qui est assez facile à gérer. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des jours, quand l'environnement devient familier, quand la nuit devient plus familière, c'est une peur qui diminue. Et apprivoiser cette peur aussi, ça fait partie des choses qui rendent fière derrière, de se dire oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Le Nouveau-Mexique, je pensais que cet État allait être désertique jusqu'au bout. Et au bout de quelques semaines, je commence un petit peu à monter en montagne. Donc ça reste des montagnes de désert, ça reste des montagnes où il fait très chaud. Mais le premier jour où je commence à monter, je vois qu'il y a un petit peu d'altitude. Je passe du désert poussiéreux au milieu des cactus, sans aucune ombre, sans aucune végétation. J'ai l'impression qu'en quelques minutes à peine, je rentre dans des forêts. Les arbres commencent à devenir de plus en plus grands. Au sol de ces forêts, il y a de l'herbe. Quelque chose que j'avais pas vu depuis des jours et des jours. Et ce que je remarque le plus en arrivant, d'un coup, c'est les odeurs. En quelques minutes, j'ai l'impression que mon nez vient de se déboucher. Et c'est là que je me rends compte que j'ai passé des jours et des jours dans le désert où il faisait tellement chaud, tellement sec qu'il n'y avait aucune odeur. Même les vaches que je voyais ne sentaient rien. Je me rends compte de toutes ces odeurs, un peu de terre chaude, de sève, d'herbe,
ça me prend au nez. Et en quelques instants aussi, je vois toute la vie un peu qui se met à grouiller autour de moi. Il y a des insectes, il y a des scarabées, je vois des écureuils, des chevreuils. J'ai des serpents qui me passent entre les jambes, qui me font sursauter. Avec les oiseaux qui chantent autour de moi. Et là, d'un coup, tout renaît et ce souffle de vie me redonne une énergie que je commençais un petit peu à perdre. Au début, quand je commence sur le chemin, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Je ne sais pas ce que je fais là. Tout fait peur, tout est sauvage, tout est nouveau. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, tout l'environnement devient normal. Quand je me couche la nuit, tous les bruits que j'entends autour de moi, je sais les reconnaître. C'est les mêmes tous les soirs. Quand j'entends les coyotes hurler au loin, je sais ce que c'est. Quand j'entends gratter à côté de ma tente, ça a beau faire énormément de bruit, je sais que c'est pas un ours, je sais que c'est un petit écureuil. Et tout cet environnement devient familier. Et au bout d'un moment, c'est l'inverse. Les rares fois où je suis en ville et que je me prends une journée de repos et que je dors dans un hôtel, et ben la nuit, je dors très mal parce que j'entends des bruits qui sont étranges. Et du coup, je dors beaucoup mieux en fait dans la forêt, dans ma tente. Mon dernier jour dans le Nouveau-Mexique, j'étais un peu fébrile parce que c'est une sacrée étape de terminer le premier état. Quand j'arrive à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Colorado, c'est un peu improbable, c'est au milieu de la forêt. Y a un petit poteau sur lequel sont vissées 2 plaques d'immatriculation, une plaque d'immatriculation du Nouveau-Mexique et une du Colorado. Je m'assois et je me dis, ça y est, le premier état, il est terminé. Et maintenant, il va falloir entrer dans le Colorado. Et le Colorado, c'est un état que tout le monde à la fois appréhende et à la fois attend avec beaucoup d'impatience parce qu'il est considéré comme le plus gros défi physique du sentier. Quand j'arrive à la dernière ville, je m'équipe pour la haute montagne. Donc, je m'achète un piolet, je m'achète des crampons. Je récupère pas mal de couches de vêtements en plus. C'est un état qui est en très haute altitude. Je vais passer 1 mois et demi à plus de 3500 mètres d'altitude. Il y a énormément de neige. C'est une étape où météorologiquement c'est plus compliqué parce que le Colorado, il est connu aussi pour avoir beaucoup d'orages. Le fait d'avoir envie toujours de faire plus difficile et de me prouver que j'en suis capable, je ne l'ai pas forcément dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de quelque chose qui soit à la fois physique et mental et de me prouver que j'ai pas besoin d'une aide extérieure pour faire ça. Et à la fois, c'est aussi quelque chose que je trouve un peu magique parce que j'ai l'impression que juste mon corps, le corps de tout le monde est capable de faire des choses extraordinaires. Et tant qu'on le pousse pas, on se rend pas compte de tout ce qu'il est capable de faire. Et aussi au niveau mental, et le fait d'aller aussi loin, de pousser aussi loin mes limites, me permet de me rendre compte vraiment que j'ai des choses enfouies au fond de moi dont je me croyais pas capable, des capacités que j'ai que je pensais pas avoir et qui ressortent. Et se rendre compte de ça rend incroyablement fière. Donc avant de rentrer dans le Colorado, j'ai rencontré une autre fille qui s'appelait Mélo. On se dit, on va se lancer ensemble, on va être en binôme et on va faire attention l'une à l'autre. Donc je commence ces montagnes du Colorado avec Mélo. Le premier jour, au bout de quelques minutes à peine, on est rejoint par un Américain qui s'appelle Energizer.
C'est un ancien militaire, il a 60 ans. Il habite dans le Nevada, en plein désert. Je pense qu'on pourrait difficilement être plus opposés. On fait cette première journée où on rentre tout de suite dans le dur. Tout de suite, on monte à 3700 mètres d'altitude. Moi, je commence à subir un petit peu les effets de l'altitude. Je suis essoufflée, j'ai un peu mal à la tête. L'altitude me coupe la faim, donc j'oublie de manger. Je me sens assez vite faible. On traverse des grandes pentes enneigées où on met nos crampons. Il faut faire attention de ne pas glisser. Moi, je me sens bien dans cet environnement parce que je connais la montagne, le froid, l'altitude. C'est difficile, mais je connais et je sais comment gérer ça, beaucoup plus que la partie désertique. Et à l'inverse, je me rends compte que Mélo a très peur, qu'elle se sent très mal à l'aise dans cet environnement. Elle a du mal à avancer. Et Energizer avance petit à petit. Il a un peu moins peur. Assez vite, il comprend que moi je suis à l'aise. Donc il me dit, écoute, passe devant, prends les décisions de chemin et puis nous on le suit. On arrive le soir, complètement rincé, on monte nos tentes, on passe la nuit. Et le lendemain, en me réveillant, donc je plie le camp et je vois Mélo qui s'avance vers moi et qui me dit écoute, je vais pas y arriver. C'est pas fait pour moi. J'ai peur, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, j'abandonne. Et heureusement, il y a Energizer qui avait campé avec nous. Et je le regarde et je lui dis et toi, tu fais quoi ? Et il me dit si tu continues, je te suis. Et je dis ok, let's go, on continue ensemble. Et ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a un peu scellé un pacte. On s'est dit on se lance tous les deux. Ni l'un ni l'autre n'abandonne l'autre. On va s'entraider et on va aller jusqu'au bout à notre rythme, tous les deux. Le premier jour où on se lance vraiment que tous les deux, on se retrouve sur des chemins que j'avais même pas envisagés. La neige recouvre tout. On ne sait pas où est le chemin, on est obligé de se diriger au GPS, à la carte et surtout avec une bonne dose de logique. Et c'est difficile, on avance très lentement. En début de matinée, on se retrouve sur une portion de terrain qui est très raide. C'est des grandes pentes enneigées. C'est vraiment très laborieux. On avance petit à petit. Et à un moment, presque en un instant, on se retrouve au-dessus d'un mur, un mur de neige qui tombe sous nos pieds, qui fait 70-80 mètres de haut. Et je me dis non, c'est pas possible, le chemin peut pas passer là. J'essaye de contourner un petit peu par la gauche pour voir, pendant qu'Energizer regarde par la droite. On se rejoint et moi je lui dis non, par la gauche c'est des falaises. Il me dit par la droite c'est des falaises aussi. On se rend compte que la seule solution ça va être de descendre ce mur de neige verglacée. On enfile nos crampons, on sort nos piolets. Tous les deux, on est assez fébriles, on est un peu inquiets et on a du mal à se lancer sur les premiers pas. Et c'est à ce moment-là qu'on entend le premier éclair tomber à 500 mètres de nous. Et en quelques minutes, il y a un orage qui se forme au-dessus de nos têtes, des éclairs qui tombent de partout, de la grêle qui nous tombe sur la tête. Je regarde Energizer, on a tous les deux nos piolets à la main. Et en fait, je lui dis, mais là, on n'a pas le choix. C'est soit on descend, soit on se transforme en paratonnerre humain. Donc, il faut qu'on y aille. On se lance tous les deux, pas très loin l'un de l'autre, mais en s'écartant un petit peu. Et moi, je commence à faire un pas, puis deux. Je glisse. J'arrive à me rattraper un peu in extremis. Et je me dis, ok, on est sous un orage, ça fait peur, mais il va falloir quand même y aller petit à petit, parce que là, si tu glisses,
et que tu t'exploses dans les cailloux qui sont en contrebas, c'est fini. Tape mes pieds de toutes mes forces dans la paroi avec mes crampons pour essayer de créer des petites marches. Au début, j'ai mal aux pieds à force de taper. Au bout d'un moment, j'ai tellement froid au bout des pieds que je ne sens plus rien. J'ai ma main qui est tétanisée sur le piolet. Et je descends. Au bout d'un moment qui me paraît une éternité, j'ose tourner un petit peu la tête derrière moi pour regarder en contrebas ce qui reste à faire. Et en fait, j'ai fait même pas un dixième de la descente. Je commence à paniquer et je continue à descendre petit à petit. J'ai froid, j'ai mal de partout, j'ai peur. Et une demi-seconde, je me dis, et si tu lâchais tout ? Ça serait fini. Et ce froid, cette peur, cette douleur, tout serait fini. Et ça a vraiment duré qu'une demi-seconde. Et ensuite, j'ai eu un peu comme une décharge électrique, comme un instinct de survie qui m'a fait dire « mais arrête !» Et cette décharge électrique, elle m'a donné l'énergie qu'il me fallait pour me dire « concentre-toi uniquement sur tes mouvements ». Et je me suis concentrée sur chaque articulation de mon corps. Je descends mon pied droit, mon pied gauche, mon piolet, mon pied droit, mon pied gauche, mon piolet. J'entends plus les éclairs autour de moi et à un moment, je descends mon pied droit et là, je sens mes crampons qui tapent contre les rochers d'en bas. Je suis obligée d'utiliser mon autre main pour défaire mes doigts tétanisés sur le piolet. J'enlève mes crampons, je pose mon sac à dos, je regarde au-dessus de moi le mur de neige et là, je fonds en larmes. Et j'arrive plus à m'arrêter pendant quelques minutes, c'est nerveux. Energizer est à côté de moi. J'entends Energizer commencer à rigoler et je lui demande pourquoi il rigole. Et il part dans un fou rire qui s'arrête plus, il n'arrive plus à parler, il rigole. Et je me rends compte que c'est sa réaction à lui. Et une fois que lui a arrêté de rigoler, que moi j'ai séché mes larmes, et sans un mot, on remet nos sacs à dos et on continue sur le chemin. Après ça, tout continue à être difficile, mais tout paraît tellement simple et tout devient très fluide à la fois sur le chemin et entre nous. Et très vite, il me dit, là, en montagne, dans l'environnement dans lequel on est, c'est toi qui as le plus d'expérience et c'est toi qui as le plus de capacité, donc c'est toi qui vas prendre les décisions. Ça fait forcément un petit peu plaisir, mais ça me fait surtout très peur. Et en y réfléchissant un petit peu, je me dis, il me donne un petit peu sa confiance et cette confiance-là, elle me donne, moi, confiance dans mes capacités et elle me permet de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Je me rends compte assez vite qu'avec Energizer, on a le don pour se retrouver à peu près tous les jours sur une crête quand les éclairs tombent autour de nous. Donc très vite, on apprend aussi l'après-midi à essayer de redescendre dans les vallées, dans les forêts pour être un peu moins exposé. Et tout ça, c'est à la fois fatigant mentalement parce qu'il faut beaucoup réfléchir. Et à la fois, moi, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression de devoir trouver mon chemin, de devoir naviguer. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Tous les soirs, au moment où on s'arrête, au moment où on plante la tente, il pose son sac à dos, il me regarde et il dit « That was a good day ». Et tous les jours, il dit « C'était une bonne journée ». Et tous les soirs, quand moi je suis épuisée, j'en peux plus, et qu'il me dit ça, je me dis « Ah ouais, c'était quand même vraiment une bonne journée ». Et d'avoir l'énergie à la fois de le penser et de le verbaliser en fin de journée, ça fait énormément de bien. Et ça permet de se dire oui, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans ma tente. Mais punaise, qu'est-ce que c'était une bonne journée. Au bout de 2 mois et demi à peu près, je termine le Colorado. Donc c'est une très grosse étape. L'état
censément le plus difficile est terminé. Et je rentre dans le Wyoming. C'est à peu près le milieu de parcours. Je me rends compte à quel point cette partie du Colorado m'a un peu vidé de mon énergie physiquement, parce que mentalement, je suis super bien. J'ai qu'une envie, c'est de continuer, c'est d'avancer. Tout est magnifique autour de moi, les paysages sont incroyables. J'ai qu'une envie, c'est d'en découvrir plus. Mais physiquement, j'ai perdu beaucoup de poids. J'essaye de serrer mon sac à dos au maximum et il commence à être presque un peu grand. Je suis vraiment fatiguée, je dors beaucoup la nuit. Et à ce moment-là, je sais que même si j'ai envie de continuer, j'ai besoin d'une pause. Donc je vais faire une pause juste pour me reposer, dormir, manger. Pendant 3 jours, je suis dans un lit d'hôtel et je mange en continu. J'ai l'impression que je pourrais ne jamais m'arrêter. Et je reprends des forces physiques parce que je sais que j'en suis que à la moitié, que la deuxième moitié sera probablement pas de tout repos non plus et que ces forces, j'en ai vraiment besoin. Et au bout de 3 jours, je suis en pleine forme et je suis prête à repartir pour la deuxième moitié. En arrivant au Wyoming, je me rends compte que je ne sais pas du tout ce qui va arriver devant moi, ce qui m'attend, quels vont être les paysages. Parce que avant de partir, j'étais tellement focalisée sur ce défi énorme qu'était le Colorado. Je me suis beaucoup renseignée et je ne sais pas ce qui va arriver devant moi. Je passe la frontière entre le Colorado et le Wyoming. Et de la même manière que le changement a été très brutal entre le Nouveau-Mexique et le Colorado, là, c'est la même chose. Je passe d'un coup des sommets enneigés, des lacs, des rivières, des forêts, à une étendue sèche devant moi. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'arbres, c'est plat. Et je rentre dans ce qu'on appelle le Grand Bassin. Et le Grand Bassin, c'est ce qu'on appelle un bassin endoréique. Donc c'est un endroit où l'eau va soit s'infiltrer, soit repartir en évaporation. Mais c'est un environnement qui est tellement sec, tellement chaud, tellement plat que l'eau ne se déverse dans aucun ruisseau, aucune rivière, aucun océan. Donc je rentre dans ce bassin qui est encore plus inhospitalier que le désert du Nouveau-Mexique. Je sais que je vais en avoir pour plusieurs jours. Et à cet endroit-là, contrairement au Nouveau-Mexique, il n'y a absolument pas d'ombre. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout qui permet de faire de l'ombre. Et c'est quelque chose, je me rends très vite compte que c'est très très compliqué. Parce que à la fois j'ai envie de me lever tôt le matin pour profiter des heures les plus fraîches, mais l'après-midi, il n'y a rien d'autre à faire que de marcher. Je ne peux pas m'arrêter parce que je ne trouve pas un brin d'ombre. Au bout de 4 jours, je passe à côté d'une ligne téléphonique, donc il y a un poteau, et je me colle sur ce poteau pour essayer de grappiller un petit peu d'ombre pendant quelques minutes. Et en dehors de ça, il n'y a rien. Il faut juste marcher, avancer. Et au milieu de ça, je croise de temps en temps des troupeaux de vaches et des vrais cow-boys, donc des personnes qui sont sur leurs chevaux, en train de gérer les troupeaux de vaches, de les amener d'un endroit à un autre. Et j'ai l'impression d'être dans un film, d'être complètement ailleurs, à une autre époque. Au bout de quelques jours, je me mets à croiser des troupeaux de chevaux sauvages, parce qu'il y en a encore énormément dans le Wyoming. Et je vois ces chevaux sauvages au galop dans ces étendues américaines. Et j'ai vraiment l'impression d'être là dans un rêve. Je me dis, mais en fait, tout ça, ça existe réellement. C'est pas que dans les films, c'est pas que dans mon imaginaire. Et ça m'aide à traverser toute cette étape qui, une nouvelle fois, est très dure physiquement.
où il fait très chaud, où j'ai soif en permanence, où je trouve pas d'eau. Les rares fois où j'arrive à une source d'eau, c'est majoritairement des abreuvoirs pour les vaches. Donc c'est des énormes roues de tracteurs qui sont dans le sol, remplies d'eau. Il y a des algues, il y a de la bouse de vache à l'intérieur, c'est marron et c'est les seules sources d'eau accessibles. Donc je prends de l'eau dans ces sources, je la filtre avec mon filtre à eau, ce qui permet de rendre l'eau saine, mais qui n'enlève absolument pas le goût de la bouse de vache. Donc je bois du thé tiède, goût bouse, c'est pas très agréable, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de cette eau. C'est l'état le plus court. Ça dure 7-8 jours. Et au bout de 7-8 jours, je viens à peine de m'adapter. Et ça y est, c'est terminé. Je re-rentre très vite dans une nouvelle chaîne de montagnes qui s'appelle les Winds. C'est une chaîne de montagnes magnifique. Je viens de passer une semaine dans un endroit ultra plat. Et là, en quelques heures, je re-rentre dans une chaîne de montagnes. Et autour de moi, c'est des sommets déchiquetés, très, très alpins. Tout est très minéral. Il y a des lacs immenses. Il y a encore un petit peu de neige. Il faut passer des cols. Tous les jours, il faut passer un col, redescendre dans la vallée, remonter. Et je suis en plein milieu de l'été. Je profite du soleil quand il est là. Et je me retrouve dans un environnement parfait. La température est parfaite, le chemin est magnifique. Tout est beaucoup plus ludique. L'après-midi, je m'arrête, je me baigne dans des lacs. Je fais une pause, les pieds dans la rivière. Et là, je suis vraiment à ma place. Il y a beaucoup de faune, c'est très varié. On croise énormément d'animaux, de toutes les tailles, de toutes sortes. L'animal qui fait le plus parler, c'est bien sûr l'ours. La relation entre le marcheur et l'ours, elle est particulière parce qu'on en a tous très peur et à la fois on a tous très envie d'en voir, mais de pas trop loin, de pas trop près. C'est un peu une relation un peu ambivalente. Les ours noirs sont présents dans tous les États du CDT et à partir du Wyoming, on rentre dans le territoire des grizzlies. Et là, c'est pas la même chose. Autant les ours noirs, c'est impressionnant, ça reste un ours. Ils peuvent être curieux, ils peuvent bien sûr être dangereux, mais le grizzly, c'est plus du tout la même chose. Et à partir du Wyoming, il faut changer ses habitudes en conséquence. Déjà, il y a des équipements à avoir. Je me suis acheté un spray anti-ours. Donc c'est un peu une bombe au poivre. Je m'équipe aussi d'un sac pour mettre ma nourriture et tout ce qui sent, y compris par exemple le dentifrice. C'est un sac en Kevlar. Donc c'est un sac qui est très résistant. Il faut mettre toute sa nourriture dedans et le soir, accrocher ce sac à un arbre le plus loin possible de la tente. Ce sac, il permet à ce que l'ours ne fasse pas le lien entre humain et nourriture. Parce qu'il va sentir la nourriture, il va reconnaître que c'est de la nourriture, mais le sac est tellement résistant que l'ours ne pourra jamais accéder à ce qui est dedans. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que les ours restent sauvages et qu'ils aient envie d'être le plus loin possible des humains. Et au début, ça fait quand même peur parce qu'on se dit, là, j'ai un sac à dos rempli de nourriture. Si je me retrouve face à un ours, il peut faire ce qu'il veut. Et petit à petit, je me mets à avoir de plus en plus de traces de grizzly sur le chemin. C'est des traces énormes. Il y en a de partout. Alors, il faut s'adapter. Dès que j'ai peu de visibilité sur le chemin, je me mets à chanter, à crier, à faire du bruit pour que les ours sachent que je suis là. Un jour, je me retrouve, j'avance, je regarde mes pieds, je regarde pas vraiment autour de moi, je suis perdue dans mes pensées. Et je lève la tête, et là, je me retrouve face à un petit ours, vraiment pas grand, qui est face à moi, qui est complètement figé. Moi, je me fige en le voyant.
Et il est à 15 mètres de moi. Il bouge pas. J'ose pas faire un seul mouvement. Et on se regarde comme ça pendant de longues secondes. Et je me rends compte qu'il est très curieux et à la fois il a peur. Et je me dis, mais moi je ressens exactement la même chose. Et c'est un peu un moment hors du temps. Je le regarde droit dans les yeux, il me regarde droit dans les yeux. Et au bout de quelques instants, j'ai dû faire un mouvement ou quelque chose. Et je le vois partir en courant dans la forêt. Voilà, c'est un animal qui, dans notre imaginaire, fait très peur. Et en fait, là où je suis, je me rends compte qu'on est tous les deux dans le même environnement et qu'on se partage un terrain et qu'on est tous les deux là pour la même chose, pour profiter de la forêt et manger ce qu'on peut manger et qu'on peut tout à fait vivre dans le même environnement. Si moi je fais les choses correctement, il n'y a aucune raison que je me fasse attaquer ou que je me fasse manger par un ours. Et j'arrive à la fin du Wyoming et là, je me dis qu'il me reste plus que 2 États à traverser. Je me rends compte que toute cette partie des 3 premiers États est passée très très vite. Et j'ai envie de profiter et j'ai pas envie que ça se termine et j'ai envie de continuer à marcher encore des semaines et des semaines. Alors je ralentis un peu le rythme, je profite un peu plus de mes journées, je fais plus de pauses et j'essaye de ralentir le rythme pour faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Quand je rentre dans l'Idaho, j'ai encore une fois aucune information sur l'État parce que je me suis pas vraiment renseignée. Et j'ai aucun imaginaire sur cet état. C'est l'avant-dernier état, j'y ai pas vraiment réfléchi. J'attends qu'une chose, c'est d'arriver dans le Montana, le dernier état. Très vite, je me rends compte que ça va pas être aussi facile que prévu. Parce que finalement, c'est l'état dans lequel il y a le plus de dénivelé. Les montagnes ne sont pas aussi hautes que dans le Colorado, mais c'est en permanence du dénivelé tous les jours, en haut, en bas, ça monte, ça descend. Le surnom de l'Idaho sur le CDT, c'est les montagnes russes. C'est des montées très raides. On se demande qui c'est qui a tracé le chemin parce qu'il y a aucun virage. Ça monte droit dans la pente, ça descend droit dans la pente. Et c'est ça en permanence tous les jours. C'est de nouveau très sec, donc il faut porter beaucoup d'eau. Le sac, il est lourd. Et en plus de ça, c'est l'état où il y a le plus d'abandon sur le chemin parce que c'est une partie où ça fait très longtemps qu'on marche. On commence à être fatigué physiquement, psychologiquement, tout est un peu dur et on est encore loin du Canada. C'est pas tout proche, il reste plusieurs semaines, plusieurs mois. Et autour de moi, les gens que je connais un peu, on est tellement peu sur le chemin, donc on sait qui est à 2-3 jours devant, 2-3 jours derrière. Et là, je vois tomber les gens comme des mouches autour de moi. C'est les gens qui abandonnent, qui rentrent chez eux. Là, il n'y a plus personne autour de moi, je connais plus personne. Et c'est dans l'Idaho que j'ai passé le plus de temps seule. J'ai fait une étape de 8 jours sans croiser un seul être humain. Et il y a certains jours où je m'entraîne même à parler tout haut parce que j'ai l'impression que je vais perdre ma voix. J'ai l'impression que j'arrive plus à parler, que je suis enrouée. J'ai l'impression d'être seule sur Terre, que le monde extérieur n'existe plus. Quand je rentre dans le Montana, ça fait une drôle de sensation parce que à la fois, je suis super fière d'être arrivée là. À la fois, je me dis, ouais, c'est bientôt fini. J'ai pas vraiment envie que ça se termine. Les jours sont de plus en plus courts. Le soleil se couche de plus en plus tôt. Les animaux font un peu leur dernière réserve. On voit beaucoup plus de traces d'ours parce qu'ils sont dans leur période d'hyperphagie avant l'hibernation. Ils cherchent à manger tout ce qu'ils peuvent. Je vois tous les petits écureuils faire leurs réserves. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de l'été et la fin de moi, ma randonnée. Donc ça
Ça correspond complètement à l'état d'esprit dans lequel je suis. Il se met à... La température chute tellement que tout commence à geler autour, les rivières commencent à geler. La nuit, j'ai mes bouteilles d'eau qui gèlent. Le matin, mes chaussettes qui sont mouillées sont toutes cartonnées. Quand je pars le matin, ça y est, je suis en pantalon, je mets les gants, le bonnet. Tout devient un peu plus lent. Ça me permet d'emmagasiner tout ce que j'ai autour de moi, de vraiment réfléchir à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, d'apprécier toutes les sensations qui sont autour. La dernière étape, elle se fait dans le parc national des glaciers. Et c'est un endroit qui est magnifique. Comme son nom l'indique, il y a beaucoup de glaciers. C'est de la haute montagne. Il y a des lacs d'un bleu turquoise. On est en automne, alors il y a eu une explosion de couleurs, de jaune, d'orange, de rouge. Les arbres sont vraiment de toutes les couleurs. C'est magnifique. J'ai envie de retarder au maximum la fin, donc dès que je peux prendre un petit sentier en plus, dès que le long du chemin, je peux faire un petit sommet en plus, m'arrêter à un lac, je profite de toutes les occasions. À cet endroit-là, il y a énormément d'animaux. Je vois des animaux que je n'avais pas encore vus jusque-là. Je croise des élans, des chèvres, des rocheuses qui sont des énormes chèvres sur les chemins. Je profite vraiment de tout ce que j'ai parce que là, ça y est, le compte à rebours, il est lancé. Et je sais que c'est bientôt terminé et je sais que tout ça aura bientôt disparu. Le dernier soir où réellement je savais que j'allais dormir sur ce chemin, j'ai eu vraiment une montée de nostalgie et de tristesse et je ne voulais pas que ça se termine. Je me suis couchée dans ma tente et je ne voulais pas fermer les yeux parce que je savais qu'une fois que je fermais les yeux, la dernière nuit elle serait passée. J'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je me réveille dans un état d'esprit complètement différent. Je suis un peu euphorique. Je mets 2 minutes 30 à plier le camp. Tout va très vite. J'ai envie d'avancer et je suis dans un état vraiment d'excitation et d'euphorie. Je marche très très vite. Je regarde plus du tout ce qui se passe autour de moi, le paysage. J'ai envie d'avancer. Je vais arriver au bout et je suis tellement heureuse. J'avance, je cours presque sur le chemin. Et je vais tellement vite que je me prends une racine et je m'étale de tout mon long par terre. Je perds mon sac à dos, ma casquette, mes lunettes. Je tombe la tête la première par terre. J'ai de la boue sur le visage, j'ai les mains tout éraflées, j'ai tapé très fort les genoux. J'ai du mal à me relever, j'ai un peu la tête qui tourne. Je m'assois, je souffle et je me rends pas vraiment compte si j'ai vraiment mal ou si c'est juste un choc. Et dans ma tête, je me dis, si t'as mal, si t'as quelque chose de cassé, peu importe, même si tu dois y aller à 4 pattes, tire au bout. Là, on est tellement proche du but que si tu dois ramper pour y aller, si tu dois marcher sur une jambe, si tu dois marcher sur les mains, c'est pas grave, t'iras quand même jusqu'au bout. Je me remets dans le chemin. Et là, j'arrive face au lac de Waterton. Le lac de Waterton, il relie les États-Unis au Canada. C'est un lac immense. Et je le vois devant moi, j'ai l'impression d'être au bord de la mer. Il y a du vent, il y a des vagues sur le rivage, ça souffle, J'entends ce bruit des vagues et je sais qu'il me reste à peine quelques centaines de mètres le long de ce lac pour arriver vraiment à la frontière. Et je longe dans la forêt, j'avance, j'ai vraiment le cœur qui bat. Et d'un coup, je me retrouve face à ce monument, ce petit obélisque, le même obélisque qu'il y avait au départ sur la frontière mexicaine.
avec marqué en gros Canada dessus. Et je vois ça, je m'arrête, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'ai à la fois l'impression qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui arrive. À la fois, il se passe rien. Je suis toujours dans la forêt, toujours sur un chemin, toujours au même endroit. Et là, j'ai tellement de sensations, tellement de sentiments qui arrivent en même temps. Je me mets à pleurer, mais je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je suis très heureuse, je sais pas si c'est déjà de la nostalgie, je sais pas si c'est de la tristesse que ce soit la fin. Je pense qu'il y a de l'épuisement au milieu de tout ça. Je m'assois et j'ai l'impression que d'un coup, mon corps dit ça y est, je t'ai emmené jusqu'ici, maintenant je veux plus bouger, c'est fini, me demande plus rien. Et d'un coup, je me mets à avoir mal au dos, aux épaules, aux genoux. Et pour repartir de là, je sais qu'il faut que je marche une petite demi-heure. Et j'ai l'impression que c'est la plus grosse épreuve que j'aurai à faire. J'ai juste envie d'être là, face à ce lac déchaîné, face à ces montagnes canadiennes, face à ces forêts qui sont flamboyantes. Et c'était mon but, j'y suis arrivée, c'est fini. Après avoir bouclé le Continental Divide Trail en moins de 5 mois, Clémentine est rentrée chez elle dans les Alpes, sa montagne de toujours. Mais Early Bird envisage déjà un nouveau défi, l'Appalachian Trail, dernier sentier de la Triple Couronne. Une traversée qui pourrait, si elle s'y engage, lui valoir le titre rare de Triple Crowner. Merci à elle de nous avoir partagé cette aventure. Et merci à vous de l'avoir écoutée. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, accompagné par Inès Cochard. Le récit a été présenté par Clément Saccard. La musique est composée par Nicolas Deferrand. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du studio Crispy Records du mixage. À bientôt!